Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous commençons un nouveau chapitre. Ce chapitre portera sur une loi de probabilité qu'on appelle la loi normale. C'est donc une continuation directe du chapitre précédent, puisque c'est une loi à densité. Donc tout ce qu'on a appris avant, on va l'utiliser directement dans ce chapitre. Mais avant de rentrer dans le cœur du chapitre, de faire les choses formellement en vous donnant les définitions et les propriétés, etc., j'aimerais juste vous montrer quelques documents et essayer de vous expliquer qu'est-ce que la loi normale représente intuitivement. Parce que il va y avoir quelques petits passages techniques dans le chapitre, mais je pense que le plus important dans ce chapitre, c'est que vous compreniez, que vous gardiez en tête la signification de cette loi, parce que tous les trucs techniques, en fait, c'est juste une interprétation de ça. Mais on y reviendra. Pour l'instant, je vais vous montrer une vidéo et je vais vous expliquer après ce que c'est. Vous voyez, c'est une sorte de planche où il y a plusieurs colonnes compartimentées et en fait on met des billes de manière aléatoire et vous les voyez se répartir d'une certaine façon. Cet objet-là, on l'appelle la planche de Galton et c'est à mon avis le meilleur objet pour représenter le phénomène qui est la loi normale. Je vais vous remontrer la vidéo et on va s'arrêter à un moment précis. C'était vers la fin, voilà, là c'est bien. Là, si vous regardez bien, d'ailleurs c'est pas pour hasard, vous voyez bien que là il y a une courbe comme ça qui est en forme de cloche. Et si vous regardez bien, bah, la distribution, donc au niveau de chaque colonne des billes, elle respecte plus ou moins cette courbe. On arrive presque à la fin de la courbe, je sais pas où, à la fin. Attendez, je remets la fin. On n'est pas tout à fait, parce qu'il y a toujours des incertitudes, des choses comme ça. Il faut vraiment comprendre que la position des billes euh, par rapport aux colonnes, donc si une bille est à gauche, à droite, au centre, etc., elle est vraiment aléatoire. La position des billes est aléatoire, et pourtant, on remarque quand même des choses assez intéressantes. C'est que, globalement, les billes se concentrent vers le milieu, et plus on va vers les côtés, moins il va y en avoir. Et donc, en gros, si on donne une probabilité à chaque bille d'être dans une des colonnes, les colonnes du centre auront une grosse probabilité, et celles des côtés en auront beaucoup moins. Et c'est la distribution, c'est ça qu'on va essayer de décrire par la loi normale. Et il faut comprendre que c'est une distribution, ce genre de distribution statistique, c'est une distribution qui arrive assez naturellement et qui est, dans plein de cas, on a ce genre de distribution. Je vais vous donner un autre cas, beaucoup plus terre à terre. Donc là, il y a ce graphique qui est un histogramme. Vous me dites, mais c'est quoi le rapport avec tout avant? Je vais vous le dire. Donc il nous donne la distribution du poids de naissance de bébé. Donc là, en abscisse, on a le poids en grammes, et en ordonnée, on a le nombre de bébés, la fréquence plutôt de bébés. Donc plus l'histogramme est haut, plus, plus les bébés, plus il y a de bébés qui ont ce poids. Par exemple, il y a beaucoup de bébés qui font 3300 grammes et peu de bébés qui font plus de 4000 grammes. Et le point commun, c'est que regardez, si je dessine, j'essaie de dessiner une courbe qui représente un peu,
on a toujours cette courbe qui ressemble à l'autre. Alors vous me dire que l'autre était plus haute, mais ça c'est une question de choix des, des unités d'ordonnées. Mais on a toujours cette forme de cloche, et on a toujours ce même phénomène. C'est-à-dire que vous regardez, là, les poids se concentrent au milieu, ça veut dire à peu près autour de 3000 grammes, et après, sur les extrémités, on a à 2000 et à 4000 et quelques, on en a beaucoup moins. Et c'est le même genre de distribution. Et tout ça, c'est pour vous dire, c'est qu'en fait, il y a la loi de probabilité qu'on va suivre, c'est une loi qui est vraiment extrêmement utilisée et qui se modélise et qui arrive très naturellement en fait. Et maintenant, nous reprenons le cours. Donc, on en est au chapitre 9, une loi à densité, la loi normale. Donc, on va en première partie s'intéresser à une forme particulière de la loi normale qu'on appelle loi normale centrée réduite. Mais ne vous focalisez pas trop sur le terme centrée réduite. On verra ça après. Donc là, la première phrase qui a été écrite, c'est juste un résumé de ce que je viens de vous expliquer. Dire que quand on essaye de modéliser, d'expliquer des phénomènes naturels, et qu'on a des données par rapport à ces phénomènes, donc c'est des phénomènes qui impliquent des grands nombres, hein, on est toujours dans des propas continus, et ben on constate que la distribution de ces données va suivre une certaine loi, et c'est la loi qui, je vous dis, qui va respecter cette forme de cloche, qui est la loi normale. Donc, je rappelle, hein, pour avoir une loi de probabilité, on a besoin d'associer à cette loi une certaine fonction qu'on appelle fonction de densité. Et donc, avant de dire ce que c'est la loi normale, il faut d'abord introduire cette fonction. C'est ce qu'on va faire dans la propriété suivante. Donc, on pose f comme étant la fonction qui a x associe 1 sur racine de pi fois exponentielle de moins 1 sur 2x carré. Donc, on va regarder plusieurs propriétés. La première propriété, c'est que c'est une fonction continue sur R. Le fait qu'elle soit continue, ça nous permet simplement de l'intégrer. Et quand on étudie des lois à densité, ben, on intègre des fonctions. Donc c'est logique. La seconde propriété, c'est la courbe. C'est la courbe qui correspond à ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Cette courbe en forme de cloche. Donc la courbe de f a cette courbe-là. C'est pour ça qu'on prend cette fonction-là. Et cette courbe, on l'appelle courbe de Gauss. Et la troisième propriété, c'est que si on regarde, je vais changer de couleur, si on regarde l'air qui est sous la courbe, et bien cet air est égal à 1. Effectivement, quand on regarde des probabilités, on a besoin que l'air sous la courbe soit égal à 1, parce qu'on veut que l'intégrale soit égale à 1. Alors, il y a juste quand même un petit passage qui n'est pas très important à votre niveau, mais je pense qu'on va quand même le faire remarquer. C'est que quand on va intégrer f, en fait, quand il l'air sous la courbe est égal à 1, en fait l'intégrale va être, et c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, mais elle va pas être sur un intervalle fini. On va être sur des intervalles infinis. Et c'est cette intégrale qui est égale à 1. Et vous pourrez me dire de façon très juste que on n'a jamais vu comment intégrer sur des intervalles infinis. Et effectivement, on ne l'a pas vu, et vous ne le verrez pas, c'est pas à votre niveau, c'est des choses que l'on apprend qu'après le bac. Mais c'est pas ça qui va nous bloquer. On ne va pas calculer explicitement ces intégrales, en tout cas pas avec les méthodes qu'on a vues jusque-là. Mais je voulais quand même vous le dire pour qu'il n'y ait pas d'embrouille.
Quand on regarde l'air sous la courbe, c'est l'air pas sous un intervalle fini, parce que même là, si on va de moins 4 à 4, en fait, on va regarder l'air de moins l'infini à plus l'infini. Enfin bon. D'autres remarques à ajouter. Aussi étrange que ça puisse paraître, on ne peut pas trouver de formule pour la primitive de f. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de primitive. Il y en a une, c'est étrange, hein. Il y a une primitive de f, mais on ne connaît pas de formule explicite. Je ne peux pas vous dire que la primitive de f est donnée par telle formule. Il n'y a pas de primitive. Il y a une primitive, mais il n'y a pas de formule explicite. La seconde information, et qui va être utile ensuite, c'est que on a un axe de symétrie sur cette courbe, donc, qui est donné par l'axe. Là, c'est faux ce que j'ai écrit. C'est faux d'ailleurs, je vais le marquer par l'axe x égale 0. L'axe x égale 0, c'est cet axe-là que je vais dessiner. Vous voyez bien que là, on a une symétrie. Ça va être utile pour les calculs, comme on le verra plus tard. Et donc, maintenant, on peut définir la loi normale. Donc, on dit qu'une variable aléatoire. Donc là, on nous donne directement son espérance et son écart type, mais on ne va pas bloquer. On dit qu'elle va suivre la loi normale centrée réduite 0, 1. Donc 0, c'est l'espérance et 1, c'est l'écart type. Si sa densité de probabilité est donnée par la fonction f dont on vient de parler juste avant. Donc voilà ce que c'est la loi normale. Donc c'est une loi de probabilité, suivre la loi normale. Pour une variable aléatoire, suivre la loi normale, c'est suivre une loi de probabilité associée à cette fonction-là. Et concrètement, ce que je vous dis, c'est cette distribution qui arrive naturellement, qui nous donne une courbe en forme de cloche. Donc maintenant, quelques propriétés pour calculer la loi normale. Donc la première, déjà on se pose une variable aléatoire continue qui suit la loi normale centrée réduite. La première propriété, c'est que la probabilité que la variable t soit entre a et b, où a et b sont deux nombres réels, est égale à l'intégrale entre a et b de f. Ça, c'est juste la définition des probabilités, donc je ne vais pas m'arrêter dessus. La seconde propriété, c'est la probabilité que t appartienne à 0 plus l'infini est égale à 0,5. La probabilité, c'est l'air sous la courbe. On sait que l'air total de la courbe est égal à 1. Donc, être à 0 plus l'infini, c'est être supérieur à 0. Donc, c'est juste cette partie-là. On voit bien que là, c'est la moitié de la surface. Donc, c'est égal à 0,5. Donc, ça égale 0,5. Donc, l'air entre 0 et plus l'infini, la probabilité que t soit plus grand que 0 est égale à 0,5. Comme c'est symétrique, l'autre moitié, c'est être avant 0. Donc, la seconde égalité, 0,5, est égale à la probabilité que t soit entre moins l'infini ou 0. Dit plus simplement, c'est la probabilité que t soit plus petit que 0. Troisième propriété, la probabilité que t soit supérieur à moins a est égale à la probabilité que t soit supérieur à a. Ça, pareil, ça se voit directement sur la courbe. Donc, si je fixe un nombre a, peu importe, attendez, j'enlève ça, ça va être plus pratique. Donc, si je fixe un nombre a, peu importe, donc là on va dire, ça c'est a, et du coup ça ce sera moins a. Donc la probabilité que t soit plus petit que moins a, donc être plus petit que moins a, c'est être avant moins a, ça veut dire cette r là. C'est égal à la probabilité que t
soit plus grand que A. Donc vous voyez bien que là, comme c'est symétrique, cette partie-là de la surface est égale à cette partie-là de la surface. Donc c'est juste ça, cette égalité. Ce sera une égalité qui va être assez pratique. On a une autre égalité. Donc la probabilité que t soit entre moins a et a, c'est égal à 2 fois la probabilité que t est inférieur à a moins 1. Bon, je vais pas m'arrêter sur celle-ci, hein, ça peut être pratique, mais je vais pas m'arrêter sur la truc technique. Et la cinquième, qui est vraiment très intéressante, la probabilité que t soit entre moins 1,96 et 1,96 est égal, à peu près égal, c'est approximatif, à 0,95. Et ça, c'est à retenir. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, donc, là, on va dire 1,96, on le dessine. Donc, on a là, on a sur la surface qui est entre les deux. Donc, hop, 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 hop. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde la courbe, cette courbe de Gauss, bah, 95% de la surface qui est sous cette courbe, correspond à ce que j'ai assuré en bleu. Donc elle est entre moins 1,96 et 1,96. Ça veut dire qu'au niveau de la variable aléatoire, c'est que 95% des valeurs que va prendre la variable aléatoire t se trouvent entre moins 1,96 et 1,96. Donc, et ça correspond en fait à ce phénomène que je vous avais dit de concentration au niveau du centre. Là, le centre, c'est 0, donc ça veut dire que les valeurs vont se concentrer autour de 0. 95% des valeurs vont se concentrer pas très loin de 0. Et le reste, ce sera sur les extrémités. Donc c'est vraiment ce phénomène dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Au prochain cours, on verra une version un peu plus générale de la loi normale. Mais en attendant, on va quand même faire quelques exercices pour s'initier, d'où les exercices que je vous ai donnés. Et aussi, le fait est que ce cours en lui tout seul ne va pas suffire, parce que pour pas trop alourdir mes explications, je n'ai pas parlé de comment calculer la loi normale en utilisant une calculatrice. Je vais vous donner d'autres documents avec cette vidéo et avec le cours pour que vous voyez comment calculer la loi normale avec une calculatrice, parce que c'est vraiment l'outil principal pour le coup. Et c'est tout pour ce cours. Bonne journée à vous et au revoir.